Monsieur Éric Alauzet. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Premier Président, merci pour vos travaux. J'ai 3 questions. La première est internationale, au vu des négociations difficiles actuellement de l'OCDE sur la taxe sur le numérique, de l'opposition, semble-t-il, de l'Amérique. Est-ce que, mais j'ai cru comprendre, avoir votre réponse, mais pour que vous la confirmiez, que le résultat de ces négociations est indépendant de l'élection à venir ou pas? Ma deuxième question porte sur la France, cette fois-ci, et sur la compensation que vous évoquiez tout à l'heure à propos de la baisse des impôts de production. Alors, est-ce que vous pourriez pousser un peu plus vos propositions? Est-ce qu'il s'agit, quand vous parlez de compensation, parlez de mesures structurelles de compensation, est-ce qu'il s'agit de rechercher d'autres recettes pour combler la perte de recettes, ou est-ce qu'il s'agit de lancer un débat sur d'éventuelles conditionnalités, contreparties, engagements que les entreprises pourraient apporter en compensation, si c'est le cas, de cette baisse d'impôts? Nous avons un souvenir commun, à l'époque où vous étiez ministre, des débats que nous avons eus sur le CICE, sur le pacte de responsabilité. Nous avions déjà ce débat sur la conditionnalité. Est-ce que c'est sur ce terrain-là que vous positionnez ou plutôt sur d'autres recettes? Et puis enfin, question alors qui se pose au président de l'institution, ou peut-être à celui qui a eu beaucoup de postes d'observation, qui peut avoir une réflexion sur le sujet, en tant que ministre, commissaire européen, aujourd'hui à la tête de la Cour des comptes. On se compare aux autres pays, nous sommes dans cette mondialisation, dans cette compétition. Jusqu'où le moins-disant fiscal, jusqu'où cette recherche de compétitivité peut nous emmener? Est-ce que de là où vous êtes, vous avez, réflexion est très personnelle, très politique peut-être, va au-delà de ce qu'il est possible de dire ici, mais enfin, je vous la pose quand même, jusqu'où cela peut-il nous emmener? Merci beaucoup, Monsieur Alauzet. Vous m'interrogez aussi sur ce que je peux penser de la taxe sur le numérique au plan européen, de la taxe française, et ça rejoint aussi plusieurs questions qui ont été posées, notamment par Éric Alauzet. Je reviens sur les négociations. Elles ne sont pas aujourd'hui terminées, et je dois dire que l'administration Trump, c'est un des seuls sujets sur lesquels il était à peu près possible de parler avec eux, notamment avec le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin, s'est montrée assez ouverte jusqu'à sur la question de la fiscalité du numérique. Mais sous la pression peut-être ce que certains d'entre vous ont appelé des oligopoles, il s'agit en réalité de très grandes entreprises du multinational, ils ont replié un peu la toile sur le pilier 1 en disant qu'il pouvait être facultatif, et s'il est facultatif, il sera appliqué, et s'il n'est pas appliqué aux géants du numérique américain, il n'a en réalité pas grand sens. On en est là. Et pour une question qui m'a été posée par ailleurs, par Mme Lemoyne en particulier, sur les 2 piliers, lequel faut-il préférer, ni l'un ni l'autre, en réalité. Et je pense que la position française, là, c'est une position qui va un peu plus loin que le CPO, mais je me risque quand même, qui consiste à dire que, je le dis parce que c'est aussi la position que la Commission européenne avait il y a quelque temps, dissocier les 2 piliers. Il ne faut surtout pas faire un accord sur l'un ou sur l'autre. Et c'est la raison pour laquelle au blocage américain doit répondre une fermeté européenne. L'élection présidentielle américaine est indifférente aux résultats en question. Je pense que ce sera très difficile avec un président Trump réélu. Est-ce que ce sera plus facile avec une autre administration? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, comme sur tous les sujets d'ailleurs, l'élection présidentielle pèse sur tous les grands sujets économiques et financiers. Dans l'hypothèse où il ne peut pas y avoir d'accord, en effet, le niveau pertinent redevient le niveau européen. J'ai rappelé qu'il y avait déjà des propositions de directives sur la table, mais on peut tout à fait les modifier, en refaire d'autres, etc. Ce n'est pas une fierté d'auteur, mais il y a déjà eu une discussion approfondie des. Je rappelle que sur la taxe qui avait été proposée par la France, et donc qui est très proche de la taxe nationale par définition, sur le chiffre d'affaires, qui n'est pas le meilleur vecteur pour taxer le profit. Les entreprises, c'est toujours le profit, mais qui peut être un marqueur politique important. On était passé pas très loin d'un accord, puisqu'il y avait quand même 24 États sur 28 à l'époque qui s'y étaient déclarés favorables. Pour la on n'a absolument pas à se prononcer sur son design, etc. En revanche, le rapport dit bien que dans l'hypothèse où vous n'avez pas d'international, vous n'avez pas d'européen, la taxe nationale ne doit pas être remise en cause. Et donc, nous précisons qu'elle a tout à fait sa place dans le paysage
Mais évidemment, quand on parle de sujets globaux, la meilleure échelle de réponse est globale. Ensuite, c'est européen. Enfin, c'est national. Et le national, par ailleurs, a provoqué un certain nombre d'autres effets pervers politiques que vous connaissez aussi bien que moi. Je crois avoir répondu à la plupart des réponses. Sur la compensation, monsieur le député Alauzet, nous pensons plutôt à d'autres recettes que la conditionnalité dans le cadre du rapport. Enfin, sur la notion de moins-disant fiscal, je ne veux pas donner une réponse trop générale, d'autant que les postes que j'ai eus n'étaient pas des postes d'observation, mais bien des postes d'action en la matière. Mais je dirais que la philosophie, qui est celle pour le coup du pilier 2, est bien de marquer une limite à ce moins-disant fiscal. Dans l'Union européenne, la concurrence fiscale n'est pas illégitime. Par exemple, personne ne peut critiquer le fait que l'Irlande ait un taux à 12,5 quand la France aura un taux de 25%, ce qui est déjà mieux que les taux qu'on a connus jadis. En revanche, il est important qu'il y ait un taux d'imposition effectif minimal qui justement marque une borne. Nous avons cité justement ce taux de 12,5%. Honnêtement, dans les discussions auxquelles j'ai pu participer, on était plutôt sur du 5, du 7, du 8 que sur du 12,5%. Mais un des enjeux de la discussion internationale qui est en cours est bien celui-là, c'est-à-dire de marquer un coup d'arrêt à cette course vers le bas pour d'une part assurer une équité et d'autre part garantir tout de même un minimum de recettes à nos États extraordinairement cités, vous le savez, par la crise et extrêmement fragilisés et contraints par l'érosion de leur base fiscale. Et c'est bien de ça dont il s'agit. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, quand on parle de compensation, il ne s'agit pas de plaider pour un taux toujours élevé de prélèvement obligatoire. Celui qui vous parle, dans une autre vie, s'était singularisé par une expression qui ne lui avait pas valu que des amis dans sa famille politique. J'avais parlé de ras-le-bol fiscal. Néanmoins, il ne faut pas non plus discréditer l'impôt. Et on a besoin d'impôts intelligents et justes s'il s'agit de financer les services en proportion avec les bonnes orientations. Voilà, je crois, ce qu'on